Que signifie pour vous le mot vacances? Quel rêve évoque-t-il? L'arrêt complet du travail. Pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie. Nous partons en Espagne, comme d'habitude. Enfin, les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement, quoi. Le touriste veut tout voir, tout savoir. Ça ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant voyagé. Et il est de taille, le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir. Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés. On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce tourisme-là, c'est pas drôle, c'est contraignant, faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la douche, non merci. Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Verre à moitié plein, le podcast du tourisme durable. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous avec une entrepreneuse engagée, Ludivine Truhan. Ultra dynamique, elle s'est reconvertie dans le tourisme après une dizaine d'années à travailler en développement commercial et marketing et elle aide aujourd'hui les autres à faire de même via son podcast Nouvelles Impulsions et sa marque Happy Trek. Passionnée de montagne et de sport de pleine nature, elle a développé Happy Trek, une plateforme de partage mettant en valeur une sélection fine de séjours organisés par des travel planners. Bref, beaucoup de projets qu'il serait compliqué de résumer en une introduction. C'est d'ailleurs bien pour ça que je l'ai invitée, et ça commence maintenant. Bonjour Ludivine, bienvenue sur le Verre à moitié plein. Merci Élise pour ton invitation. Avec plaisir, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. On va pouvoir parler de plein de thématiques, de ton métier de travel planner, d'entrepreneuriat, de ta vision du tourisme durable. Donc je pense que ça va être assez riche. Et de podcast aussi, parce que tu as aussi un podcast, donc on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, avant, comme dans tous les épisodes de podcast, est-ce que tu peux commencer par un petit peu te présenter à nos auditeurs sur ton parcours, qui tu es, et puis comment tu es arrivé dans le secteur du tourisme durable? Yes, avec plaisir. Et donc moi je suis passionnée de voyage, d'où mon métier. Je suis travel planner, donc c'est organisatrice de voyage. C'est un métier que j'exerce depuis 2018. Mais ça n'a pas du tout été mon métier initial. Avant ça, j'ai fait plein de métiers différents, mais principalement dans le marketing, la communication et le développement commercial. D'ailleurs, le métier que je faisais avant de devenir travel planner, c'est que j'étais directrice d'agence commerciale, donc j'encadrais une équipe de commerciaux terrain dans les télécoms, donc absolument rien à voir avec le secteur du tourisme. Et puis, grosso modo, mon parcours, c'est que j'ai passé 10 ans dans différentes entreprises, des PME, des plus petites entreprises, des grandes entreprises également, à différents postes, différents niveaux de postes. Et avant ça, j'avais passé plusieurs diplômes, notamment j'ai un bac+5, un master en stratégie d'entreprise et management. Voilà un petit peu le parcours précédent. Et du coup, j'ai décidé de devenir travel planner par passion du voyage, mais en fait, à l'origine, l'idée, c'était de trouver une petite activité qui me permette d'arrondir mes fins de mois, puisqu'après avoir quitté mon job de directrice d'agence, j'ai décidé de me lancer dans une formation en tant que naturopathe. En fait, à l'époque, j'avais créé un blog sur la santé et la cuisine saine, ça s'appelle La Saison en Cuisine, et j'avais envie du coup d'avoir une activité indépendante, et j'avais déjà cette envie d'accompagner des personnes d'un point A à un point B, mais en fait, je me voyais pas forcément travailler dans une agence de voyage. Je rigole parce que j'avais une idée très éloignée de la réalité de ce qu'était une agence de voyage. Et c'est marrant parce que quand j'ai passé mes concours pour entrer en école de commerce en 2010, j'avais eu l'école de La Rochelle, donc une bonne école. Mais en fait, la spécialité, c'était le tourisme et l'événementiel. Et en fait, j'ai refusé parce qu'en fait, moi, je me voyais pas travailler dans une agence de voyage et j'imaginais ça comme une agence de voyage poussiéreuse. J'avais dû passer la porte d'agence de voyage peut-être avec mes parents, et tu sais, comme il y a souvent des affiches sur les fenêtres, je voyais ça comme étant très, très sombre. Enfin, je me voyais pas du tout faire ce métier-là. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs années, 5 ans, que j'exerce ce métier. Bref, voilà un petit peu le contexte dans lequel j'étais avant de me lancer. Et c'est marrant. Oui, t'es pas la seule à avoir cette image, je pense, des agences de voyage
disons, les plus traditionnels. C'est vrai que si on ne s'intéresse pas vraiment au secteur touristique, on ne va pas forcément chercher, creuser les différents types d'agences de voyage qui peuvent exister. Tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a motivé un petit peu ton choix ? Je crois qu'en fait, j'ai toujours voulu être indépendante, j'ai un caractère comme ça. Mon papa est entrepreneur, donc j'ai toujours eu ce côté, vu ce côté... alors, il y a des aspects très négatifs que j'ai pu voir quand j'étais enfant, et des aspects très positifs, notamment l'autonomie, la liberté d'action. Pour le coup, lui, il n'avait pas forcément de liberté dans son quotidien, comme ce que moi j'ai fait le choix d'avoir aujourd'hui, parce que il avait une entreprise physique, donc c'est-à-dire qu'il devait toujours être là à 7h du matin, du lundi au samedi, et c'est pas ça du tout qui m'attirait, c'était plutôt le côté entreprendre, créer, et puis faire un peu les choses à ma façon. Donc l'entrepreneuriat, ça m'a toujours attirée. D'ailleurs, à 20 ou 21 ans, justement après avoir refusé... d'aller dans cette école de commerce à cause du fait qu'elle soit spécialisée dans le tourisme et l'événementiel, quand même c'est un comble. En fait, je me suis inscrite à la fac à la va-vite parce qu'il fallait que je trouve quand même quelque chose à faire. Et en fait, j'y suis restée 1 mois parce que c'était de l'économie et ça me plaisait absolument pas. Et en fait, en parallèle, j'ai découvert qu'il y avait possibilité de faire une activité indépendante. C'était... vendeuse à domicile, c'est un statut qui s'appelle VDI, et en fait c'est un peu comme les réunions Tupperware, mais avec de la lingerie. Donc en fait à 21 ans, j'avais créé cette activité indépendante pour le coup. Je devais trouver des personnes qui acceptaient de m'accueillir chez elles avec leurs amis, et puis je leur présentais les produits, voilà, donc il y avait déjà ce côté entrepreneurial. Voilà, après j'ai continué mes études, j'ai eu d'autres expériences, mais du coup ça m'a toujours attirée, j'avais en tête de développer un projet entrepreneurial. Et du coup pour toi, l'entrepreneuriat, ça rime avec plus de liberté que le salariat ? Oui et non. En fait, à la base, c'est sûr que j'avais carrément cette idée en tête. Dans les faits, ça dépend ce que tu vas choisir comme métier, ça dépend comment tu choisis de t'organiser dans le quotidien de ton métier, etc. Parce que quand on est salarié, alors évidemment ça dépend aussi le type de poste qu'on a, mais logiquement on quitte son bureau à 17, 18, 19 heures, on a la liberté de rester concentré sur sa vie personnelle et pas forcément de penser à ses clients, aux problématiques qu'on peut rencontrer, à son business, quoi. Quand on est entrepreneur, on prend tout ça à la maison. Donc la liberté, elle est un petit peu amoindrie de ce côté-là. Après, quand t'es entrepreneur, c'est pareil, quand tu pars en vacances, soit t'as bien préparé les choses, mais si c'est pas le cas aussi, en fait, tu dois être disponible pour tes clients constamment, t'as quand même moins cette liberté. Donc ça dépend vraiment... je pense, du parcours, du métier qu'on va choisir d'exercer, du type d'entreprise qu'on va aussi choisir de monter, et puis de comment on choisit de s'organiser. Donc la liberté, oui, moi aujourd'hui j'en ai. J'ai une liberté géographique, et ça me tenait vraiment à cœur. Je ne me voyais pas du tout créer une entreprise, un point de vente fixe par exemple. Après, c'est sûr que en tant qu'entrepreneur, tu as quand même des responsabilités, et forcément, t'es jamais totalement libre de faire ce que tu veux, quand tu veux, qui plus est dans le secteur du tourisme, parce que c'est quand même aussi l'objet du podcast, où on a un secteur qui est réglementé. Donc tu n'as pas la liberté de faire ce que tu veux, comme tu le veux. C'est bien de dire ça, je trouve, parce que je sais que moi, du coup, je sors de l'école il y a 1 an, et tout le monde nous disait... vraiment, la mode, c'était l'entrepreneuriat. Il y avait vraiment ce discours... maintenant, il faut créer sa propre entreprise pour être libre, etc. Et ça m'a jamais donné envie, justement pour toutes ces raisons. Moi, j'aime bien l'idée de me dire, voilà, je travaille pour une entreprise, c'est pas vraiment ma responsabilité, je finis mon travail et après c'est fini et je fais ma vie. Et je trouve que c'est bien aussi de le rappeler. Je te propose maintenant qu'on passe du coup à la partie où on va parler plus tourisme. On va essayer d'imaginer un petit peu le tourisme de demain. C'est quand même ça aussi la thématique du verre à moitié plein. Est-ce que tu es optimiste sur l'avenir du tourisme ? Parce que quand on t'entend parler dans tes vidéos YouTube ou sur Instagram ou sur ton podcast, tu as toujours l'air hyper motivé et hyper optimiste particulièrement, et je voulais savoir voilà, un petit peu ton ressenti sur l'avenir du tourisme. Ouais, alors déjà je suis plutôt optimiste comme personne, et oui je suis optimiste parce que je crois en la capacité de l'humain à se remettre en question,
Enfin, en fait, j'ai envie d'y croire, plutôt que de partir défaitiste, et puis sinon je sors pas de chez moi et je fais plus rien. Donc ouais, je suis assez optimiste, et je me dis que quand bien même l'humain ne soit pas forcément capable de se remettre en question et finalement de prendre des décisions qui seraient positives pour le tourisme, et en fait globalement pour l'environnement, à un moment donné, il y a des décisions qui seront prises plus haut pour malheureusement cadrer les choses et nous empêcher de continuer à aller dans le mauvais sens. Enfin, en tout cas, j'espère, et c'est ce qui me rend optimiste. Alors, je suis pas pour je déteste les interdits. Tu vois, quand il y a eu le premier confinement en France, c'était pour moi, d'ailleurs dans le monde, c'était horrible. Donc, je suis pas du tout pour ça, pour les mesures restrictives, mais à un moment donné, je pense que si on n'est pas capable de se prendre nous-mêmes par la main et de se montrer responsable, j'ose espérer, j'ai l'optimisme de me dire qu'à un moment donné, nos politiques prendront les bonnes mesures. Donc c'est ce qui me rend optimiste. Et puis aussi, tu vois, quand je vois des personnes qui développent des projets, donc des entrepreneurs qui développent des projets plutôt positifs pour le tourisme, en fait, ça me rend optimiste. Que ce soit des gens qui soient plus ou moins âgés, ou même les jeunes générations ont beaucoup plus de prise de conscience de la nécessité de changer notre façon de consommer, alors dans le tourisme, mais de façon générale aussi. Trop chouette. Donc ouais, je suis optimiste par rapport à ça. Et je tiens à le rester. Et maintenant, je te propose qu'on rentre un petit peu plus dans ton cœur de métier et qu'on parle d'entrepreneuriat, de Happy Trek, ton entreprise, de Travel Planner et de ton podcast. Déjà, voilà, donc tu as une entreprise qui s'appelle Happy Trek. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous la présenter ? Comment le projet est né, et puis ce que tu fais avec ? Oui, complètement. Alors Happy Trek, c'est une marque que j'ai créée en 2019. Et en fait, l'idée à la base, c'était de pouvoir créer... alors j'étais déjà travel planner, donc je proposais des organisations d'itinéraires de voyage. Au début, je le faisais à mes amis au niveau de mon cercle proche. Et puis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suivais une formation en tant que naturopathe. Et en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas lier le voyage avec la naturopathie. Et puis, je suis passionnée d'activités outdoor, je fais de la rando. Alors, à l'époque, je faisais pas de kite et de parapente, mais je faisais de l'escalade, beaucoup de choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça va bien ensemble, ça matche bien. Le bien-être, donc le fait de reprendre un peu de temps pour soi, de reprendre des bonnes habitudes, d'être dans une meilleure hygiène de vie. Ça, c'est le métier de naturopathe. Le voyage, parce que souvent, le voyage, ça permet quand même de transformer une partie de soit sa propre conception des choses, ça permet d'évoluer, ça permet de rencontrer, ça permet d'initier des changements. Et puis l'outdoor, donc les activités de plein air, permettent souvent de gagner confiance en soi, pareil de se remettre en question, d'aller se dépasser, et c'est des choses très positives. Très optimiste, pour revenir sur ta question précédente. Et donc du coup, l'idée, ça a été de mélanger un petit peu tout ça, et de créer un concept de voyage autour de ce qui me tenait à cœur, donc ces trois piliers qui étaient l'outdoor, le bien-être et le voyage. Donc Happy Trek, c'était une marque qui a été construite autour de ça. En fait, en parallèle, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui soit étaient déjà organisateurs de voyage, par exemple prof de yoga, guide de montagne, prof d'escalade, tout ça, ou des personnes qui voulaient l'être. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait des problématiques similaires. Et donc, parmi ces problématiques, il y avait celle déjà de trouver des clients, parce que quand on crée des voyages de groupe, où on doit avoir un certain nombre de participants pour être rentable, c'est pas forcément toujours facile de trouver assez de personnes. Alors les très grosses boîtes ont un peu moins ce problème, parce que justement elles ont un budget marketing énorme, elles sont connues, et puis si elles sont peu rentables sur un voyage, c'est pas grave, elles se rattrapent sur les autres. Mais quand on n'organise pas non plus 150 voyages à l'année, on est à nécessité d'avoir une rentabilité. Et ça, c'était ma problématique, mais celle aussi des autres personnes avec lesquelles j'échangeais. Il y avait une autre problématique, c'est que pour organiser des voyages packagés, donc où tu vas rassembler l'hébergement, les activités, etc., et que tu vends à un prix fixe, en fait, il faut être agent de voyage ou passer par une agence pour proposer aux clients les bonnes garanties, les bonnes assurances. Et donc ça, c'était ces deux problématiques qui m'ont amené à imaginer une solution qui a été celle de créer une plateforme, on peut appeler ça une marketplace,
Donc l'idée, c'était de mettre en relation des personnes à la recherche d'expériences bien-être et outdoor et des organisateurs pour les amener à se rencontrer, un peu comme Airbnb, mais version voyage, bien-être et outdoor. Donc ça a été le premier projet que j'ai développé. Et puis du coup, pour répondre à la deuxième problématique, qui était une problématique plus admin, réglementaire, en termes d'assurance du voyage, j'ai du coup créé une agence de voyage pour pouvoir porter mes propres voyages et ceux de mes partenaires. Donc Happy Trek à la base, une marque qui a évolué vers un projet collectif de marketplace, vers une agence de voyage, et puis ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai fait encore évoluer les choses. J'ai créé un organisme de formation, ça s'appelle la Happy Travel Academy, donc comme tu comprends c'est la suite un peu d'Happy Trek. En fait, avec la marketplace, j'avais beaucoup de personnes qui me contactaient pour me proposer de diffuser les séjours qu'ils organisaient ou qu'ils voulaient organiser sur le site internet. Et comme il y avait la marque derrière, et que en fait, les visiteurs du site allaient découvrir ces voyages grâce justement à mon travail, j'avais pas envie de publier tout et n'importe quoi. Donc je sélectionnais minutieusement les profils, notamment par l'expérience, par le voyage, le type de voyage, comment c'était organisé, le pricing, etc. Enfin voilà, je faisais un check-up et ça m'arrivait aussi d'aller sur place pour pouvoir voir comment tout se passait, quoi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient besoin d'accompagnement parce qu'elles ne savaient pas forcément en fait comment organiser un voyage. Elles n'avaient jamais organisé d'événement du tout, ni de voyage, ni quoi que ce soit, n'avaient pas forcément de formation dans le tourisme. C'était un peu parfois borderline et ça posait problème pour l'expérience du client, ça posait aussi problème pour leur propre activité. Parce que l'idée, en fait, quand tu crées une activité, c'est qu'elle soit rentable, qu'elle permette de te rémunérer. Et ce n'était pas le cas de tout le monde. Donc très vite, en fait, en mi-2020, à peu près à partir de juin-juillet, à la sortie du confinement, en fait, j'ai commencé à proposer des accompagnements un peu, tu vois, téléphoniques ou en visio. C'était pas du tout des formations, en fait. Et ça me permettait d'aider des personnes à débloquer certaines problématiques. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que je répétais un peu la même chose. Du coup, j'en ai fait une formation complète. Et aujourd'hui, du coup, depuis 2023, j'ai créé un organisme de formation, qui est un organisme professionnel, pour lequel j'ai obtenu une certification, donc Calliope, et ce qui permet vraiment d'avoir une garantie sur la qualité de ce qui est proposé par un organisme. Et du coup, je propose plusieurs formations pour aider des personnes qui veulent entreprendre dans le tourisme à le faire bien en fait dans les règles de l'art et puis surtout qui leur permet de développer une activité plutôt stable et durable. Parce qu'il y a quand même ce côté qui me tient à cœur, comme tu l'as compris, le côté tourisme durable. C'est une formation, donc la première formation complète qui a été proposée, c'est celle de travel planner, mais durable. Donc il y a vraiment une spécialisation qui est apportée sur une autre façon de concevoir des offres touristiques et puis surtout des itinéraires. Ah, ça fait plein de trucs. Tu dois pas t'ennuyer, je pense, dans tes journées. Pas trop. C'est pas trop, non. Assez impressionnant. Et donc, Travel Planner, on a pas mal d'idées reçues quand même sur ce métier. On peut se dire, voilà, qu'est-ce que c'est tout nouveau, c'est pas vraiment un métier. Ou qu'est-ce que c'est la différence avec un agent de voyage? Pourquoi est-ce que moi j'aurais besoin d'un travel planner? Est-ce que tu pourrais un petit peu casser un petit peu ces idées reçues et clarifier ce que c'est ce métier-là? Effectivement, il y a pas mal d'idées reçues. Alors, travel planner, déjà, peut-être des idées reçues par le fait que ce soit un terme anglais. Le métier d'organisateur de voyage et le fait que ce soit exercé de façon indépendante, ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas du Covid. Ça fait très longtemps que des agences ou des tour opérateurs travaillent avec des concepteurs de voyage indépendants et ça se fait en freelance. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de recruter des salariés, les entreprises du voyage choisissent de déléguer soit parce qu'elles ont un surcroît d'activité, soit parce qu'elles n'ont pas forcément de besoins durables sur le poste. Donc ça existe depuis longtemps. Par contre, ce qui est nouveau effectivement, c'est que des personnes qui n'aient aucune expérience dans le tourisme, ni aucun diplôme, choisissent d'exercer ce métier-là. Donc le métier de travel planner, ça consiste tout simplement à proposer des itinéraires de voyage à des clients, que ce soit des particuliers, que ce soit des professionnels. Parmi les idées reçues, il y a notamment le fait que ce soit forcément un job, ce soit forcément des itinéraires de voyage sur mesure.
C'est pas forcément le cas parce qu'on peut être travel planner en proposant effectivement du 100% sur mesure. On peut proposer du semi-packagé. Alors, packagé, attention, on va pas venir combiner plusieurs offres parce que pour ça, il faut un statut, qui est le statut d'agence voyage. Mais ça peut être des offres qui sont déjà, entre guillemets, préconçues, ce qui rassure un petit peu les personnes qui souhaitent passer par un travel planner. Tu peux aussi être travel planner freelance, tu peux être travel planner au sein d'une agence, tu peux aussi créer ta propre agence de voyage, comme je l'ai fait. Donc déjà, au niveau du statut, de la façon d'exercer le métier, il y a plein de façons de le faire. Après, il y a une différence entre le client le voyageur qui souhaite passer par un agent de voyage et qui souhaite passer par un travel planner. C'est vrai qu'il y a certains agents de voyage qui peuvent se dire « Oh là là, les travel planners, c'est pas trop normal parce que ils exercent notre métier sans forcément avoir les garanties et c'est pas normal. » Et je comprends cet avis parce que, ayant moi-même créé et développé une agence de voyage, je sais à quel point c'est compliqué, mais par contre les garanties sont pas les mêmes. Un voyageur qui va choisir de passer par une agence de voyage, souvent a besoin d'être complètement pris par la main, c'est-à-dire de l'organisation du voyage, à comment ça va se passer sur place, à si jamais il y a un pépin sur place, l'agence va venir vraiment apporter un service premium, haut de gamme à ses clients. Le travel planner va proposer un itinéraire de voyage, donc c'est comme si toi, en fait, tu veux partir, je sais pas, au Sri Lanka, mais t'as pas le temps d'organiser ton voyage, tu connais pas du tout la destination, t'aimes pas organiser des voyages, t'as pas le temps ou que sais-je, et en fait, plutôt que de le faire toi-même, en cherchant les informations sur Google, en passant des heures, des jours et en fait des semaines à le faire, tu confies cette tâche à un travel planner, donc tu lui délègues l'organisation de ton voyage. Mais par contre, le client a bien conscience, et ça c'est le job du travel planner, c'est sa mission aussi de l'informer sur ce que va comporter sa prestation, c'est que si jamais il y a un problème sur place, c'est à lui de se débrouiller. Alors il peut choisir de souscrire une assurance voyage, ce qui permet aussi de venir se protéger quand bien même tu organises un voyage par tes propres soins d'ailleurs. C'est important de le faire, surtout sur certaines destinations. Mais pareil, en passant par un travel planner, ça permet aussi à la personne d'être un peu plus flexible sur les prestations qu'elle choisit, de choisir l'hébergeur de son choix, les prestataires d'activité de son choix, parce que le travel planner va venir proposer différentes possibilités. Par exemple, pour un itinéraire qui serait sur une semaine, si c'est un itinéraire en road trip, donc où la personne va changer de destination, changer de lieu chaque jour, le travel planner va proposer logiquement plusieurs suggestions d'hébergement. Et c'est ensuite au client de choisir l'hébergeur qu'il souhaite. Et donc de faire la réservation par ses propres soins. Donc si jamais il y a un problème sur la réservation, c'est le client qui gérera le problème avec l'hébergeur ou avec le prestataire d'activité. Du coup, c'est un choix qui est fait, qui permet aussi du coup d'avoir l'avantage d'avoir plus de flexibilité sur le budget, parce qu'on peut choisir de ne pas forcément réserver avant le voyage, de réserver à d'autres moments, de bénéficier si la personne souhaite quand même passer par une plateforme, comme Booking ou par d'autres plateformes qui auraient mis en place une solution de fidélisation, par exemple, de bénéficier de certains avantages, etc. Donc en fait, c'est pas le même métier, agent de voyage et travel planner, c'est pas non plus les mêmes besoins et c'est pas les mêmes avantages qui sont proposés aux clients. Si tu as des questions, si c'est pas tout à fait clair, n'hésite pas, on peut pousser les choses un peu plus loin. C'est très clair et globalement, si on peut résumer, c'est que l'agent de voyage, quand on passe par un agent de voyage, on n'a rien à faire, le séjour il est vraiment clé en main, tout est réservé, etc. Alors quand on passe par un travel planner, c'est plutôt un soutien, mais par contre c'est à nous de réserver, de faire nos choix. Et moi il y a quand même une question que je me pose, donc n'importe qui peut devenir travel planner parce qu'il n'y a pas de formation forcément, enfin il y a la tienne, mais je veux dire il n'y a pas d'études, c'est moins cadré. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner pour vraiment trouver un bon travel planner qui a vraiment de l'expérience dans le tourisme, qui connaît bien l'industrie du tourisme, enfin voilà, un travel planner vraiment sérieux et très bon dans son métier. Effectivement, aujourd'hui, c'est un métier qui n'est pas réglementé. Le secteur du tourisme l'est pour le coup. Donc c'est important pour les personnes qui veulent se lancer dans ce métier d'être bien carré sur la réglementation parce que malheureusement, il arrive que certains travel planners soient un peu borderline sur ce qu'ils vont proposer à leurs clients, sur le développement de leur activité, etc. Donc il faut faire attention à la façon dont on va créer son activité, dont on va communiquer autour de son activité parce qu'il peut y avoir aussi certaines dénonciations qui sont faites par des agents de voyage
voilà, par rapport à des travel planners qui seraient un peu borderline. Donc comment tu vas trouver un travel planner ? Déjà, ça nécessite de se renseigner sur depuis quand la personne est travel planner, qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir développer son activité, est-ce qu'elle s'est formée, comment elle s'est formée, quelle est son expertise. Donc ça, c'est la base. En fait, c'est la base quand tu veux travailler avec n'importe quel indépendant, avec n'importe quel freelance. Tu vois, moi, demain, avec mon entreprise, ça m'arrive de travailler avec des freelances. En fait, je vais me renseigner sur leur profil avant. Est-ce qu'ils ont des diplômes, est-ce qu'ils ont une formation ? Effectivement, en tant que travel planner, il n'y a pas de formation reconnue qui existe, mais il existe des formations pour devenir travel planner, et je pense que c'est important quand on ne connaît pas le secteur du tourisme, quand on ne connaît pas le métier, quand on a juste organisé des voyages pour soi, en fait, d'apprendre à le faire de façon professionnelle. Après, ce que tu peux faire, c'est regarder les avis des clients. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de façons d'aller vérifier les avis. Alors, soit il y a sur le site internet du travel planner, mais tu peux aussi regarder soit sur la page Facebook, parce qu'au moins, tu as la garantie que l'avis soit plus certifié, via la page Google, si la personne a des avis Google. Bon, après, les outils comme Trustpilot, etc., souvent les travel planners les utilisent pas parce que c'est payant. Donc, voilà, mais il y a pas mal de façons aussi de venir t'assurer de la qualité de la prestation de la personne. Aller regarder sur le site internet, qu'est-ce qui est proposé, et puis échanger, parce que souvent, les travel planners proposent un appel qu'on peut appeler un appel découverte, un échange, pour voir si ça va matcher sur les envies. Après, ce qui est important aussi, c'est de s'interroger sur l'expertise qu'a la personne sur la destination, parce que y a des travel planners qui vont proposer tout type de destination. Là, il faut faire un petit peu attention, parce que même dans des agences de voyage avec donc des agences qui sont immatriculées, donc qui ont des garanties à apporter aux clients, c'est rare qu'elles fassent tout type de destination. Quand bien même tu travailles dans une agence, en fait, tu as une spécialisation. Je sais pas, ça peut être tout un continent, ça peut être un pays, ça peut être une activité si tu es sur une agence thématique. Donc c'est un peu compliqué de tout faire. Donc après, ça dépend ce que va proposer le travel planner. Tu as des travel planners qui vont t'aider à trouver le meilleur prix. Donc eux, leur job, ça va être de trouver les meilleures offres sur des sites comme Booking, par exemple, ou sur des sites de compagnies aériennes, si jamais toi, tu as vraiment envie juste d'avoir un super prix et de pas te farcir, excuse-moi l'expression, de pas t'embêter avec les recherches. Et puis, tu as des travel planners qui vont proposer quelque chose de plus complet, sur un itinéraire complet. Donc là, il faut faire quand même attention sur la spécialisation. Est-ce que la personne connaît bien la destination ou pas ? Et si elle ne le fait pas, comment elle va faire, quel est son process. Oui, donc peut-être idéalement, si on a déjà une idée un petit peu du type de voyage qu'on veut, ou de la destination, ou d'une activité, peut-être aller chercher un travel planner qui va être plutôt spécialisé dans ce qu'on recherche. Ouais, je pense que c'est bien. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour du métier de travel planner. Je sais pas si tu as des choses à rajouter dont on n'aurait pas parlé. C'est un métier qui est en plein développement. C'est un métier aussi qui est parfois un peu sous le feu des projecteurs. Et donc ça, c'est cool. Il y a plein de projets qui se développent aussi autour de ce nouveau métier. Donc je le mets un peu entre guillemets, mais nouveau parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas issues du tourisme qui choisissent de l'exercer. Mais pour le coup, c'est pas parce qu'on est passionné de voyage et on a beau avoir fait 50 pays. Il y a une différence entre faire une activité pour soi et puis l'exercer de façon professionnelle. On doit être professionnel déjà par rapport au fait qu'un client choisisse de payer notre prestation, et puis pour faire durer son activité. Donc c'est important aussi d'avoir bien ça en tête. C'est pas juste une petite activité qu'on va faire le soir ou le week-end pour arrondir ses fins de mois, parce que le concevoir comme ça, c'est pas le concevoir de façon durable. C'est pas non plus très bénéfique pour les autres travel planners qui existent, et pour le métier, le secteur du tourisme d'un point de vue général. Donc faire attention à pas se lancer trop au hasard. Si on a envie de se lancer dans ce métier-là, quelles sont un petit peu les qualités que tu recommanderais, ou les compétences, voilà. Alors, déjà, la première chose, c'est d'aimer voyager, bien sûr. Au niveau des qualités, je pense que c'est super important d'être à l'écoute, parce que si t'es pas à l'écoute, ça va être un peu compliqué de savoir au mieux orienter ton client. Après, très important aussi de savoir être autonome, d'autant plus si tu veux lancer ta propre activité, autonome, indépendant, de savoir faire les choses par toi-même, d'être force de proposition, que ce soit pour tes clients et pour ta propre activité.
parce que quand on devient entrepreneur, on n'a personne qui nous dit ce qu'on doit faire. Quand bien même on suit une formation, elle est là pour te mettre sur le bon chemin, pour te donner une méthodologie, mais en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il y a une qualité importante, c'est de savoir rebondir en cas de difficulté, de savoir trouver des solutions quand on est confronté à certaines problématiques et d'être optimiste, comme on en parlait tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est des qualités qui sont, je pense, très importantes. Et puis bien sûr, être organisé et rigoureux, très important dans le métier d'organisateur de voyage, et puis aussi pour pouvoir tenir ses deadlines et honorer les contrats que nous passent nos clients. Je te propose maintenant qu'on parle de ton podcast Nouvelles Impulsions, qui a pour but d'aider à donner une nouvelle impulsion à sa carrière et à inspirer et à donner toutes les clés pour les reconversions professionnelles dans le domaine du tourisme. Yes. Alors déjà, ça faisait, comme pour l'entrepreneuriat, ça faisait quelques années que je voulais lancer mon podcast. J'adore écouter des podcasts. Donc, comme tu vois, quand tu veux devenir travel planner, il faut aimer voyager. Là, c'est pareil. J'adore aussi, quand je rencontre une nouvelle personne, je ne peux pas m'empêcher de lui poser plein de questions sur sa vie, sur qui elle est. Bon, après, sans être trop intrusif, bien sûr. mais voilà, ça, j'aime beaucoup l'échange avec les gens. J'aime beaucoup la voix également. Et en fait, quand je me suis lancée dans le tourisme, j'y connaissais rien. Comme tu l'as compris, et en fait ça n'a pas forcément toujours été facile de trouver les bonnes informations, tout le monde n'acceptait pas d'échanger avec moi sur le métier, etc. parce que en fait soit les personnes n'avaient pas le temps, soit elles n'avaient pas envie ou quoi que ce soit, et en fait ça m'a un peu posé problème, parce que quand tu te lances dans un nouveau secteur, c'est important de pouvoir échanger avec des gens qui font le métier, de découvrir des parcours. Ça peut te permettre de ne pas faire forcément certaines erreurs. C'est enrichissant en fait. Et du coup, c'est ce que j'ai voulu mettre en avant dans le podcast. Surtout que depuis que je me suis lancée, j'ai pas mal développé mon réseau. Il y a certains entrepreneurs, et entrepreneurs avec un E également, avec lesquels j'ai plaisir d'échanger, qui ont développé des super concepts, et j'avais envie de les mettre en avant dans le podcast. Alors, il y a effectivement dans le podcast cette envie de mettre en avant des parcours de personnes qui ont fait des reconversions, pour la plupart c'est le cas, dans le tourisme, mais aussi des concepts que je trouve quand même très chouettes. Souvent, c'est des concepts en lien avec une autre façon de voyager. Comment j'ai lancé le podcast ? En fait, je me suis fait accompagner. Je suis très pour l'accompagnement parce qu'on gagne vachement de temps plutôt que d'essayer de faire les choses par soi-même. Comme j'ai pu faire au début, quand je me suis lancée comme travel planner, juste il n'y avait pas de formation qui existait, donc j'ai pas eu le choix. Mais pour le podcast, pour le coup, j'ai fait une formation. Je me suis fait accompagner par 2 nanas qui ont lancé leur formation qui s'appelle Derrière le micro. Et ça m'a permis en fait d'avoir toutes les clés pour savoir comment lancer un podcast, comment tu contactes des invités, comment tu vas faire le montage, quel choix de matériel, etc. Donc ça m'a vachement aidée. Ça m'a permis d'avoir des tips aussi sur ce dont on parlait en off. Donc ça a été vraiment cool. Ça m'a permis aussi de cadrer un petit peu les choses sur ce que j'avais envie, parce que j'aurais pu faire un podcast en lien avec Happy Trek version voyage, sur les voyages durables, sur l'outdoor. Ça a été aussi quelque chose auquel j'ai pensé, mais j'ai choisi vraiment d'avoir un podcast qui m'animait sur aider des gens à passer à l'action, d'où Nouvelles Impulsions, quoi. Voilà, pour t'en dire plus sur le podcast. Après, comment ça se passe ? Là, c'est la 2e saison, donc je suis contente, j'ai plein d'invités inspirants. Alors l'année dernière, moi la parité, ça me tient vachement à cœur. Donc l'année dernière, c'était un invité homme, une invitée femme, etc. Donc ça, j'étais contente de garder cette équité. Et en cette saison nouvelle, qui est la saison 2, j'ai pas réussi parce que finalement, dans le tourisme, il y a quand même plus de femmes. Peut-être que c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Ouais, donc du coup, pour le coup, là, ça va être beaucoup plus de femmes sur la saison 2. C'est pas un parti pris, c'est une conséquence des échanges inspirants que j'ai avec certaines personnes. Du coup, autour du voyage. Et est-ce que tu peux nous partager peut-être des rencontres qui t'ont marqué, des épisodes qui t'ont particulièrement marqué, et même peut-être qui t'ont inspiré aussi dans ta propre vie ? C'est que des personnes avec lesquelles j'avais plaisir à échanger, soit avant, ou alors que j'ai rencontré dans le cadre du podcast, parce que j'ai aussi créé ce podcast, parce qu'en étant seule à entreprendre, je suis toute seule chez moi. Bon, maintenant, j'ai recruté ma première collaboratrice en alternance, mais quand bien même, je suis quand même seule la majorité du temps. C'était chouette de pouvoir échanger avec d'autres personnes, et qui plus est, dans le cadre de podcast, pouvoir en fait partager ces échanges que j'avais.
Donc il n'y a pas forcément un invité qui m'a plus plu que d'autres. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a certains épisodes qui m'ont permis de me dire « Ah bah tiens, si j'avais su ça à l'époque, j'aurais fait les choses différemment. Et si je développe un projet, un nouveau projet, bah tiens, je pourrais faire les choses de cette façon. » Ça a pu être des tips qui m'ont été partagés. Tu vois, on a parlé par exemple avec Sylvain Morel qui a créé Sporty Home, donc une plateforme qui permet aux sportifs de rencontrer d'autres sportifs dans le cas d'hébergement de vacances. Ça a permis d'aborder la question de la levée de fonds, notamment concrètement comment ça se passe. On a pu parler aussi avec Guillaume Jouffre qui a créé, alors tu vois là c'est des hommes que je cite, ouais. qui a créé avec d'autres personnes la plateforme Gringo, mais du coup ça a permis tu vois d'aborder comment on peut inclure sa communauté pour pouvoir venir chercher du financement. Il y a pas mal d'invités qui m'ont permis aussi d'apprendre des choses sur la façon de développer un business dans le tourisme, sur la façon dont on peut passer à l'action, sur comment on peut aussi trouver des solutions pour pallier à certaines difficultés, et puis rencontrer aussi des personnes qui ont eu un parcours plutôt inspirant. Donc il n'y en a pas qui m'ont marqué plus. Oui, je me doute bien. C'est pas facile comme question. Ouais, carrément. Est-ce que tu as eu des retours d'auditeurs ou même de tes followers sur Instagram pour qui le podcast ou le contenu que tu crées sur les réseaux les a aidés à passer à l'action ou leur a donné des nouvelles idées pour leur entreprise ou leur a donné une nouvelle impulsion finalement? Ouais, complètement. Alors que ce soit des messages qui me sont adressés à moi ou à mes invités, ouais, il y a souvent ça, et c'est ça qui est chouette aussi, je trouve, avec les podcasts, c'est que du coup, on entre un peu dans, entre guillemets, l'intimité de la personne. On se sent peut-être un peu plus proche et puis c'est facile en fait plus facile en tout cas d'aller interagir sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta, que ce soit LinkedIn plus professionnellement. Et du coup, j'ai des retours positifs sur le podcast. Ça fait super plaisir, tu vois, de dire même si c'est quelques personnes, parce que le podcast est tout nouveau, tu vois, d'avoir un impact positif sur leur vie ou d'avoir peut-être une remise en question, de mettre une petite étincelle, un petit déclic. Et encore une fois, que ce soit moi ou des fois j'ai mes invités qui disent « Ah bah tiens, il y a telle personne qui m'a contacté, c'est trop cool » ou telle personne qui a décidé de passer par mes services, et c'est ça aussi qui est chouette avec le podcast. Enfin, moi je sais que ça m'arrive souvent quand j'écoute un épisode avec un invité qui m'inspire ou duquel je me sens proche ou qui me donne envie d'entrer en contact, de le faire plus facilement que... En fait, sans podcast, je ne l'aurais pas forcément découvert. Mais c'est ce qu'on disait, je suis passée sur le podcast et j'ai aussi interviewé Léa et Azélie de Paroles de Patrimoine. Je ne sais pas trop si tu connais. Et elle me disait, voilà, exactement ça, c'est un moyen vraiment de rencontrer des gens avec un prétexte et ça facilite de suite les choses. Complètement. C'est ça, c'est qu'il y a certaines personnes où tu n'aurais pas forcément osé aller leur poser des questions, où elles n'auraient pas forcément eu le temps. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé avec un invité. Finalement, on n'a pas fait l'interview. Je verrai peut-être à une prochaine saison, où en fait, au départ, à la saison 1, tu vois, j'aimais bien passer du temps avec les invités, échanger un peu sur leur profil. Et en fait, il m'a dit, non, moi, par contre, j'ai pas le temps pour ça avant, ce que je comprends. Et donc, l'échange se serait fait uniquement via le podcast. Et du coup, c'est vrai que ça permet du coup d'accéder, si je puis dire, à ces personnes qui ont un emploi du temps peut-être très chargé. Donc c'est cool aussi de le voir comme ça. Et maintenant, si je te demandais ton invité de rêve? J'ai pas d'invité de rêve en fait. Ouais, tu sais, c'est comme... ouais, non. En fait, moi j'ai créé le podcast pour permettre justement d'avoir certains échanges avec certaines personnes qui m'inspirent, et je pense pas, enfin j'ai pas une seule personne qui m'inspire, tu vois, j'ai pas un mentor, une personne modèle. Je pense que tout le monde peut être exemplaire, modèle en fait, donc non, j'ai une liste en fait avec des invités que j'ai envie d'interviewer, mais en fait il y en a plein, tu vois, il y a pas juste une personne que j'ai envie de valoriser. Oui, tu t'es jamais dit dans un monde idéal, si je pouvais inviter 7 personnes, ce serait... Non. Incroyable. Non, j'ai pas ça. Ça fait déjà 49 minutes qu'on parle, donc je te propose qu'on passe un petit peu à la fin de l'épisode. Comment est-ce que tu vois l'évolution de tes projets maintenant, donc le podcast, Happy Trek? Quelles sont les prochaines étapes un petit peu? J'ai toujours eu envie
et j'ai encore plus envie maintenant de créer comme un écosystème en fait. Tu vois, il y a la partie voyage, la partie formation. Je propose aussi, moins maintenant, mais j'ai proposé de la communication à mes partenaires, tu vois, pour les aider. Maintenant, c'est plus dans le cadre de formation. J'ai aussi pour projet de créer, de mettre plus en relation mes apprenants, donc les personnes qui sont devenues travel planner grâce à la formation avec soit des clients ou soit avec d'autres acteurs du tourisme. Donc c'est vraiment créer un écosystème qui soit plutôt positif pour tout le monde, donc, et pour les voyageurs, et pour mes clients, et pour les apprenants et pour les autres acteurs, tu vois, potentiellement des invités du podcast. Vraiment créer plus d'interaction avec tout ce petit monde, et qui plus est, dans une optique de tourisme un peu plus... bon, tu l'as compris, ça me tient à cœur, raisonné, responsable. C'est la thématique. Sans être un tourisme... Ouais, voilà, c'est la thématique de ton podcast. Donc, après, je suis pas non plus... j'ai pas envie d'avoir un discours culpabilisant, ça j'aime pas. Et je trouve que c'est pas forcément la bonne façon de donner envie aux gens de changer. Donc voilà, en tout cas, les projets, c'est de continuer à créer encore plus de liens entre toutes les personnes avec lesquelles je peux échanger dans le cadre de toutes ces activités. Ça, c'est important pour moi de créer du lien. J'allais dire, plus tu racontes Happy Trek, plus ça me fait penser en fait à Flokeo. Ça ressemble vachement à Flokeo sous un autre aspect. Nous, on n'est pas spécialisé outdoor et on n'est pas non plus spécialisé travel planner, mais c'est cette même idée d'avoir un écosystème avec différents services, le podcast, des articles, un réseau de professionnels du tourisme, agences, guides et hébergements, et de vouloir fédérer tout ce monde. Donc voilà, ça me fait penser à ça. C'est génial. Bah ouais, complètement. Je pense qu'on est sur la même envie, et je pense que c'est super stimulant déjà d'interagir avec plein de personnes, et puis aussi de construire ensemble. Et si je devais te demander là, tes sources d'inspiration, dans le sens toutes des recommandations, ce qui t'a inspiré, ça peut être des comptes Instagram, des comptes, des chaînes YouTube, des livres, des films. Ouais, alors mes sources d'inspiration, il y en a plein. Je dirais que ma première source d'inspiration, en fait, c'est la nature. C'est ce qui m'anime dans tous les projets que je mène. Et donc, derrière ça, il y a la volonté, tu vois, d'avoir un impact plutôt positif sur l'environnement. Ça, c'est important d'un point de vue projet déjà, ce qui m'anime de ce point de vue-là. Après, au niveau des podcasts, en fait, j'en écoute plein. J'écoute des podcasts sur le voyage, j'écoute des podcasts sur l'entrepreneuriat. J'aime beaucoup le podcast Bourlinguer, par exemple, sur le voyage. J'aime aussi beaucoup celui qui a remis en place Alex Viseo, parce qu'il a une façon d'interviewer très cash, et ça, j'aime bien. Après, au niveau des livres... moi je lis beaucoup, mais alors, le soir je lis des romans qui vont peut-être pas forcément inspirer tes auditeurs parce que c'est des romans historiques, voilà, donc rien à voir avec le monde du voyage. Enfin si, je voyage dans le passé. C'est pas grave, ça peut être n'importe quoi. Ça me permet vraiment de voyager dans le passé. Et puis après, je lis un bouquin en ce moment que j'aime beaucoup qui s'appelle Choisir l'optimisme. Et je pense que ça peut être bien quand t'es entrepreneur, quand t'es dans une optique de reconversion, même quand t'es salarié, parce que parfois... en plus c'est drôle parce que c'était une de tes questions. Et en fait, c'est un bouquin qui permet de remettre un petit peu les choses dans l'ordre quand tu te sens un peu anxieux peut-être, ou quand t'es pas forcément sûr de toi. Voilà, c'est un bouquin qui est vraiment bien et qui peut se lire par petits chapitres, que je recommande vraiment à tout le monde, parce que ça arrive à tout le monde parfois d'avoir un peu des moments down où t'es pas forcément bien, où t'y crois plus, etc. Bon voilà pour mes sources d'inspiration. Entre autres. Trop chouette, je mettrai tout ça en description. Et enfin, pour terminer, c'est toujours la même question que je pose. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux auditeurs, ou des fois ça peut être aussi une anecdote à raconter? C'est vraiment le moment libre pour conclure, tout simplement. Pour suivre sur la dynamique, on va dire, de cet épisode, je pense que faut pas hésiter si vous avez un projet dans lequel vous croyez. Et quand bien même on peut vous dire parfois ah non mais pourquoi tu vas te lancer là-dedans, et puis je sais pas, j'y crois pas pour toi, n'hésitez pas à écouter vraiment votre intuition, votre petite voix intérieure, ce qui vous anime profondément, et lâchez pas le morceau. Quand bien même il y a des difficultés, en fait c'est jamais facile de se lancer. Il y a ce qu'on a prévu, il y a comment ça se passe concrètement, et puis en fait si on prend pas le risque à un moment donné de suivre ses rêves, de passer à l'action, on verra jamais si ça va se concrétiser. Donc vraiment savoir s'écouter, passer à l'action, et c'est la meilleure façon, je trouve, pour pas regretter de pas s'être lancé.
Je pense qu'il n'y a rien de pire. D'ailleurs, il y avait, je ne sais pas si c'est pas une infirmière qui avait écrit un bouquin sur ça, sur les personnes qui, en fin de vie, regrettent en fait. Elles partagent tous leurs regrets et je trouve que c'est un peu horrible d'en arriver à ça. Donc vraiment, écoutez-vous, écoutez votre petite intuition, votre voix intérieure, et puis passez à l'action. Et si ça nécessite de vous faire accompagner, faites-le. Si ça nécessite un investissement, je sais pas, de vous faire coacher, de faire un bilan de compétences, ouais, en fait, on n'a rien sans rien. Parfois, il faut savoir mettre la main à la pâte, au porte-monnaie, et si c'est la façon qui va vous permettre de réaliser vos rêves, allez-y, quoi. Voilà, et puis persévérez, parce que c'est jamais facile. Je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. C'était super intéressant. On a abordé plein de thématiques. Ta vision de l'entrepreneuriat, du tourisme durable, ta reconversion dans le tourisme et ton podcast Nouvelles Impulsions. Donc voilà, merci encore. Avec plaisir, Élise, merci beaucoup. Et puis, je serai ravie de t'accueillir également dans le podcast Nouvelles Impulsions. J'ai hâte. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.